indépendant. Quand vous êtes pris dans un engrenage de campagne électorale, le reproche que je me fais, c'est que j'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. On en fait trop, on va dans le mur. Les confessions télévisées de Jérôme Lavrieux sur les dérives financières de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 ont ouvert une nouvelle période à l'UMP. Mais quel bilan faire de la stratégie de défense de Jean-François Copé? Que penser des messages de Nicolas Sarkozy censés préparer son retour? Et les ex-premiers ministres Juppé et Fillon se mettent-ils en situation de tirer leur épingle du jeu? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur des ténors de l'UMP qui ont dû rebattre leurs cartes, avec nous 4 invités. Bonjour, Bruno Jeudi, chef du service politique du JDD et auteur il y a quelques mois d'un livre remarqué sur la guerre Copé-Fillon. Michel Bétan, communicant, vice-président de l'agence Havas Paris. Vous connaissez bien l'UMP pour avoir travaillé avec Xavier Bertrand. Gilles Masson, communicant et patron de l'agence MC Saad-Chigad. Alors vous apporterez-vous une analyse plus extérieure, car vous n'avez jamais travaillé avec personne à l'UMP. Et enfin, Stéphane Bunard, synergologue, c'est-à-dire spécialiste du décryptage des gestes et des expressions. On compte sur vous pour analyser les messages subliminaux que nous envoient ces temps-ci les ténors de l'UMP. Le plus observé est indiscutablement Nicolas Sarkozy, discret, parfois même silencieux devant les caméras. Il a multiplié ces temps-ci les déplacements et visites, comme ici à Moscou, où il a rencontré Vladimir Poutine en marge d'un concert de sa femme, ou encore en Espagne, où on l'a vu discuter avec Mariano Rajoy, chef du gouvernement. Mais il a fallu attendre les cérémonies d'anniversaire du débarquement pour avoir ses premières déclarations. Guerre explicite, écoutez. Je sais, mais je disais... Il arrive directement d'un forum économique en Suisse. Il salue les curieux. Et même aujourd'hui, même en Normandie et même en anglais, la politique intérieure le rattrape. Une réponse évasive. Interrogé sur le sens de sa présence à cette cérémonie, il évoque certes le passé, pour mieux appeler au rassemblement aujourd'hui. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'honorer la mémoire de ceux qui, lors de ces événements tragiques, ont donné leur vie pour notre liberté. Donc c'est un moment extrêmement important, c'est un moment de rassemblement, notre pays en a bien besoin. Certains de vos amis annoncent votre retour en politique. Est-ce que c'est ce qui va se passer, monsieur le président Sarkozy? La politique n'a pas sa place là, peut-être un autre jeu. Je vous remercie en tout cas. À cette même question, le matin même, Nicolas Sarkozy répondait alors « On n'échappe pas à son destin ». Voilà, mais ça, c'était pas devant la caméra de France 2. Alors, peu de mots, mais quelques expressions. Stéphane Bunard, que vous inspire-t-elle ? Je ne sais pas si c'est le retour de Sarkozy, mais c'est en tout cas le retour des épaules de Sarkozy, avec la volonté de... Oui, mais ça, on va dire que c'est un classique, c'est pas tellement lié à la situation, oui, sinon ça revient dans certaines situations. Oui, ça peut, il y a la volonté d'être à la hauteur, et puis on n'échappe pas à son destin. Ça me fait un peu penser aussi à ce qu'il disait, j'ai rendez-vous avec les Français, et franchement, je ne me déroberai pas, vous vous souvenez, c'était pour annoncer sa candidature. Alors, ce que je remarque, c'est surtout la ride de l'anxieux, ici, qui est particulièrement creusée. Alors, quand on regarde avec des images, ça peut se vérifier sur Internet, par exemple, il y a une anxiété très marquée. Et quand on lui demande si son retour est annoncé, donc autre que le retour des simples épaules, il y a un petit sourire unilatéral gauche. Et ça, on le retrouve chez Armstrong, par exemple, chez des manipulateurs de façon générale. Donc c'est le petit contentement de soi. Je vous cache un petit truc derrière les fagots, c'est possible. C'est ça, je vous cache un petit quelque chose dans cette non-réponse, etc. Michel Bétan, vous le trouvez comment, là, Nicolas Sarkozy, dans son expression non-verbale? C'est vrai qu'il ne dit pas grand-chose, sinon, ou entre les lignes. Nicolas Sarkozy nous a habitués depuis 2 ans à envoyer des cartes postales aux Français. Oui, les fameuses cartes postales, oui. Bon, là, c'est plus que des cartes postales, puisque là, il envoie carrément des mails.
pas lui-même, mais en tout cas il fait agir ses porte-paroles en termes de communication pour agiter le local. Moi j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy va avoir un problème de cohérence, parce que évidemment on va lui ressortir tout ce qu'il a dit depuis 2 ans, depuis qu'il a quitté l'Élysée. Vous vous souvenez de ce fameux documentaire tourné par une amie de sa femme où il a dit qu'il quittait la vie politique et qu'il ne croyait pas au retour du sauveur. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Jean-Jacques Bourdin lors d'une émission: je quitte la vie politique si je perds l'élection présidentielle. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait dire lui-même à force de recevoir des gens en disant: mais de toutes les façons je ne reviendrai jamais par l'UMP. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit: les partis politiques sont morts. Et donc, et puis il a dit aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que la prochaine fois que je reviendrai, c'est pour parler aux Français. Bon, alors il est revenu une première fois, non pas pour parler aux Français, mais pour faire le sarcoton. Oui, ça c'était effectivement au moment de l'invalidation des comptes de campagne. Voilà, et la deuxième fois qu'il va revenir, s'il revient selon ce que ses soutiens expliquent à la presse, c'est qu'il va revenir pour être candidat à la tête de l'UMP. Et là, je pense que les 100 000 militants de l'UMP vont peut-être être contents de le voir revenir. Je ne sais pas s'il en sera de même pour les gens pour les Français. Alors on parlait des fameuses cartes postales. C'est vrai que depuis qu'il avait quitté l'Élysée, il a fait d'abord des déplacements à l'étranger, puis des déplacements en France, puis il avait suivi la tournée de sa femme. Est-ce que là, il a selon vous infléchi sa stratégie, Bruno Jeudi, justement avec ses déclarations, ou alors finalement il continue à faire un peu comme si de rien n'était? Je trouve que l'extrait que vous avez choisi de diffuser est intéressant parce qu'on voit vraiment le Nicolas Sarkozy un peu embarrassé là. Parce qu'en fait, à la fois, il se retrouve dans une situation où il n'avait pas trop envie d'aller, d'ailleurs, au départ, les cérémonies du débarquement, où il se retrouve un peu spectateur, relégué en plus. Avec tous les ex-présidents. Avec tous les ex, bon, c'était pas quelque chose qu'il aimait bien. Alors bon, en même temps, il essaie de se rattraper en faisant ce long bain de foule, hein, quand même, il dit, je vais en profiter un petit peu. Et puis après, dans les propos, on voit bien, reparler de la vie politique française, c'est pas facile. En fait, pour lui, ce qui est difficile, c'est le moment où, puisque il a laissé ses amis parler d'un atterrissage imminent, le plus difficile, c'est de rentrer dans l'atmosphère. Et là, il sent que ça va pas être si facile que ça, que la piste d'atterrissage est loin d'être débarrassée, loin d'être dégagée. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, de toute façon, de revenir dans la vie politique quand vous avez pris 2 ans de recul, même si c'est 2 ans avec des cartes de silence assez relatif. Hein, puisque vous avez raison, vous vous rappelez les cartes postales. En fait, on a des nouvelles de Sarkozy quasiment tous les mois, hein, donc, depuis 2 ans. Mais le moment de rentrer dans l'atmosphère est compliqué. Là, et surtout, c'est pas du tout le moment qu'il avait choisi, puisque là, en gros, ce serait 2014, alors que lui, il espérait que ça dure encore au moins 1 année, ce silence relatif. Donc vous, ce que vous retenez en tout cas de cette image aussi, c'est qu'il est une grande gêne dans cette image. Gilles Masson, sur sa manière de répondre. Je sens que son retour, effectivement, est complexe, mais on a l'impression d'assister, dans le fond, un peu à la même pièce qu'en attendant Godot. Hein, c'est-à-dire qu'on attend tous, ça n'a pas vraiment changé à ce que niveau-là. Sarkozy revienne, à droite notamment. Et pour le coup, je trouve que c'est un exercice de propagande habituel, où on voit Sarkozy, en gros, qui fréquente les grands du monde, comme un président en exercice, dans le fond, et qui prend des bains de foule. Donc du très haut au peuple, Sarkozy est là, et donc il continue à préparer son image d'homme providentiel. Par contre, effectivement, je pense que l'atterrissage va être brutal. D'accord, donc oui, sur la stratégie, sur l'image qu'il renvoie, pour le coup, il n'a rien changé, quoi. Oui. Voilà, les grands du monde, les bains de foule, Mariano Rajoy, Poutine, donc il continue de fréquenter tout le monde, Hillary Clinton il y a quelques mois, Shimon Peres, donc voilà, on a l'impression qu'il n'est pas sorti du cadre de celui qui sied au chef de l'État. Voilà, avant de rentrer... En fait, pendant les périodes où l'UMP est dans l'embarras, lui représidentialise son image. C'est ça qui est intéressant. C'est ça l'image et le sens de ces images. Alors, Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, n'a pas énormément parlé, mais ses proches se sont beaucoup exprimés dans les médias avec des messages parfois quand même assez contradictoires, du moins qui ont varié, nous a-t-il semblé. Alors, quelques extraits. Tout d'abord, c'est Brice Hortefeux, l'ami de toujours, qui est allé à la radio dire ce que pensait Nicolas Sarkozy des fameuses révélations de Jérôme Lavrieux sur le fameux financement de la campagne de 2012. Nicolas Sarkozy était en Israël, où d'ailleurs il a été formidablement accueilli. Je vous le dis, Nicolas Sarkozy est très mécontent. Très mécontent de voir son nom associé à cette curieuse actualité, très mécontent aussi de voir la manière dont notre pays est géré avec son cortège de records historiques de chômage, d'impôts, de dépenses publiques, et aussi très mécontent, très mécontent, vous me demandez son sentiment, très mécontent aussi de mesurer l'affaiblissement de la France, que l'on pourra d'ailleurs
constater, observer et regretter dès ce soir, parce que François Hollande, qui arrive au Conseil européen, ça ne sera pas l'image, croyez-moi, d'une France triomphante. Voilà, il est très mécontent, ou plutôt très mécontent plusieurs fois. Ça sent un peu l'élément de langage préparé. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, la suite du feuilleton avec Nadine Morano, qui, au lendemain de la fameuse désignation du triumvirat Juppé-Fillon-Raffarin, en appelle au retour de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Il doit revenir. Son retour a toujours été envisagé dans des circonstances très particulières. Je dirais que malheureusement, nous y sommes aujourd'hui. La France est en train de plonger vers le déclin. Notre famille politique est dans de graves difficultés. Et nous avons besoin d'un vrai leader. Nous avons besoin d'un chef. Nous avons besoin de quelqu'un qui incarne une vraie politique. Et donc, je dis à Nicolas Sarkozy, c'est maintenant ou jamais. Donc, il doit revenir. Voilà, il doit revenir. Donc l'appel à Nicolas Sarkozy, appel relayé par d'autres sarkozystes. Mais quelques jours plus tard, certains semblent nuancer leurs propos. Écoutez Christian Estrosi. Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy prenne la tête de l'UMP dans quelques mois? Non, je dis simplement que Nicolas Sarkozy, s'il a un désir de retour en politique, a le devoir de le dire, car bien évidemment l'UMP a besoin pour opérer cette révolution dont je vous parle, de se remettre en cause et aussi de définir un vrai leadership. Soit ce congrès avec les militants dans la démocratie sera capable de bâtir cette nouvelle gouvernance, ce nouveau modèle politique, ou alors je vous le dis, je prendrai mes responsabilités. Si vous me posiez la question... quitter l'UMP ? Soit je quitterai l'UMP, mais si vous me posez la question, avant que vous me la posiez peut-être, est-ce que vous serez candidat? Je le dis, je n'écarte rien au cas où tout ce que je demande aujourd'hui, alors que je veux une décision collective et qui avance, ne répondent pas à toutes ces aspirations pour l'avenir de l'UMP. Voilà, au cas où vous me posiez la question que vous aviez visiblement pas prévu de me poser, donc il a très envie de dire qu'il sera candidat à la tête de l'UMP voire même à la primaire, d'ailleurs a-t-il précisé peu après. On sent qu'il y a quand même une évolution non, dans les déclarations, ou du moins des inflexions. Comment ça s'explique? Parce qu'on a l'impression qu'on sent un peu la main de Nicolas Sarkozy derrière, mais pas derrière toutes les déclarations en fait. En fait, le problème avec les Sarkozy, c'est qu'à la fois ils sont pas très nombreux, mais surtout ils n'ont pas dit, enfin je parle des responsables, ils sont pas très nombreux à l'intérieur de l'appareil aujourd'hui, et en même temps, ils sont d'accord sur presque rien. C'est-à-dire qu'il y a Brice Hortefeux qui était contre la primaire, il y a Nadine Morano qui, elle, était contre la nomination des 3 anciens premiers ministres que Brice Hortefeux avait avalisé, et puis il y a Christian Estrosi, lui, qui voudrait que Nicolas Sarkozy revienne tout de suite par la présidence de l'UMP. Enfin, c'est vrai que ça a été compliqué. Ce qui est assez rare chez eux, c'est qu'ils ne se sont pas bien organisés entre eux pour avoir une prise. C'est étonnant, ça veut dire que Nicolas Sarkozy les a laissés faire, alors. Non, mais la seule chose, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, Nicolas Sarkozy, il a été pris un peu à revers par les déclarations de Jérôme Lavrieux. On y reviendra. Donc, du coup, ça a déclenché immédiatement une opération. Qu'est-ce qu'on fait? Et dans un premier temps, on a bien vu, Brice Hortefeux, il a commencé à faire un teasing sur le retour de Nicolas Sarkozy, mais par la case UMP et très vite. Bon, entre-temps, on a vu qu'ils ont ralenti le mouvement et que très vite, ce sera peut-être le retour à la présidence de l'UMP, mais on va dire à la fin de l'été, au mieux, et c'est pas certain. Donc pas d'accord entre eux, et puis pas forcément très bien coordonnés du coup non plus, puis parce qu'improvisation. Et alors sur ce que ça donne là comme rendu, je pointais le fameux Nicolas Sarkozy est très mécontent, ou très mécontent plutôt. Là, on sent l'élément préparé. Oui, vous en pensez quoi d'ailleurs de l'impact de cette phrase? C'est un peu penser au papa qui va gronder ses enfants, non? C'est exactement ça, c'est le papa qui va gronder ses enfants. Moi, je vois quand même, encore une fois, la main de Sarkozy derrière tout ça. C'est-à-dire que même si je suis complètement d'accord avec les subtilités que raconte Bruno, mais dans le fond, pour les gens, c'est pas décodable. Il y a concrètement Sarkozy qui pousse ces grognards, parce que c'est vraiment les grognards de Sarkozy. C'est ça que ça renvoie, voilà. En termes de communication, on ne rentre pas trop dans le détail, on a l'impression qu'il parle d'une seule voix. Il pousse ces grognards à faire la technique classique des applaudissements, pour le rappel, pour le retour sur scène. Et ce que ça donne comme image, effectivement, c'est que c'est quand même pas totalement maîtrisé, mais ça donne surtout une image de rien n'a bougé. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit les vieux grognards revenir, avec tout le côté un peu ringard, je le dis quand même, de ce qu'ils peuvent représenter politiquement parlant. Le casting n'a pas été renouvelé, et il n'y a personne derrière. C'est même flippant de se dire qu'ils n'arrivent qu'à faire bouger ce petit carteron de gens qui sont pas du tout dans la jeunesse, et pas du tout dans la modernité. C'est pas très réussi en termes de communication. Pour moi, c'est totalement raté. Totalement raté comme appel au retour. Oui, vous disiez très mécontent, ça fait papa qui va gronder. Ça fait papa qui n'est pas content du tout. Et attention, il va taper sur les mains de tout le monde. C'est pour faire peur, peut-être. Moi, j'ai l'impression au contraire que
l'idée lancée par Brice Hortefeux du retour de Nicolas Sarkozy, c'était juste la meilleure défense et l'attaque, c'était pour dévier. On arrête de parler des problèmes de l'UMP et des comptes de l'UMP et des fraudes aux comptes de campagne pour parler du retour de Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc je pense que c'était quand même une stratégie de dévier un peu le tir et que tout d'un coup les médias ne soient uniquement axés que sur une seule chose, c'était le retour de Nicolas Sarkozy. Et de ce point de vue-là, ils ne prononcent jamais le nom Big Malion. Non, dans toutes ces interventions, j'avais regardé. Eux non, à aucun moment. Donc il y a ça. Et puis ce qui est très intéressant quand on écoute Brice Hortefeux, Nadine Morano, Christian Estrosi, c'est qu'à chaque fois ils utilisent des mots pour stigmatiser Hollande et ils parlent de la situation de l'UMP. Quand il dit, Brice Hortefeux, l'affaiblissement de la France, il parle de l'affaiblissement de l'UMP. Quand Nadine Morano parle du déclin de la France, elle parle du déclin de la droite. Quand Christian Estrosi, à la question posée du retour de Nicolas Sarkozy, il commence lui-même par dire non. Donc non, il ne veut pas du retour de Nicolas Sarkozy, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Donc on a l'impression d'une ah oui, vous pensez que ça, vous direz qu'elle est bizarre cette phrase, vous pensez que ça lui échappe? Je pense que ça lui échappe. En fait, il a été sincère. Voilà. Il a été sincère. Voilà. Il a dit non, mais il s'est pas rendu compte. Et après, il a essayé de se rattraper, mais c'est trop tard. Ce qui est dit est dit, il faut le prendre comme tel. Donc moi, je pense que c'était une opération de diversion, pour ne plus parler du scandale de la campagne présidentielle. Et de l'autre côté, il y a une sorte d'organisation de pied nickelé de la communication, excusez-moi du terme, je vais reprendre l'expression utilisée par Nathalie Kosciusko-Morizet pour expliquer ce qu'ils ont fait, de pied nickelé de la communication, qui ne sont pas parlé entre eux, qui ne sont pas concertés entre eux, et qui donnent une impression de cafouillis, comme rarement j'en ai vu dans les équipes de Nicolas Sarkozy. Cela dit, donc là vous êtes d'accord sur ce point, mais cela dit, si l'objectif était aussi de détourner l'attention, ça a été en partie réussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pu parler que du retour de Nicolas Sarkozy. Mais ils ont réussi quelque chose d'incroyable. C'est qu'en agitant le retour, tous les barons de l'UMP se sont élevés tellement fort ensemble qu'en fait, ils ont empêché son retour. Parce qu'en réalité, quel était l'objectif de Brice Hortefeux? C'est d'empêcher que le triumvirat, que Fillon, Juppé prennent la main sur l'UMP. Voilà. Oui, ils voulaient l'empêcher. C'est raté. Et donc l'opération diversée... c'est doublement raté en fait. Donc pour moi, c'est en termes de communication... D'accord, mais il faut un peu de temps en termes de communication... C'est lui-même en fait, dans cette histoire finalement. En termes de communication, c'est raté. Alors on va en venir maintenant à Jean-François Copé, dont on a beaucoup critiqué la stratégie de défense au fil des semaines, de ce feuilleton justement Big Malion. Alors ça commence, stratégie de défense d'ailleurs qui a beaucoup changé, beaucoup évolué. C'était un peu ce bilan que je voulais faire avec vous. Donc ça commence en mars, lorsque Le Point publie une grande enquête sur les sommes versées par l'UMP à Big Malion, donc société de communication créée par deux proches de Jean-François Copé, je le rappelle. Aussitôt, celui qui est alors patron de l'UMP fait une déclaration solennelle. On l'écoute. Certains organes de presse, d'habitude si prompts à s'ériger en parangons de vertu, n'hésitent pas à user de pires méthodes, des méthodes dignes de l'Inquisition. Parmi eux, des tartuffes bouffis d'orgueil, si pleins d'eux-mêmes, tellement admirateurs de leur propre image, se contemplent avec une délectation perverse dans le reflet de shows télévisés autocentrés, en s'abritant derrière deux mots d'ordre magiques pour justifier ce qui n'est rien d'autre qu'une vendetta. Deux mots d'ordre, transparence et démocratie, avec une seule peine pour celui qui refuse de passer sous leur fourche codine. Le bûcher médiatique, l'appel à la démission, le lynchage public. Voilà, la charge est violente contre les médias, on peut le dire, mais quelques temps plus tard, changement de pied suite à d'autres révélations de Libération, cette fois, qui affirment que certains meetings et réunions organisés par Big Malion en 2012 étaient en fait des conventions fantômes. Moi, j'ai des interrogations. Elles sont récentes, je ne vous le cache pas. Grâce à la presse, elles sont très récentes, absolument. Grâce à la presse. Absolument. Et donc, dans ce contexte, moi, je considère absolument capital que toute la vérité soit faite. Et vous dites merci la presse? Sur ce point précis, oui. Je dis merci la presse. Voilà, un merci la presse, c'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Et donc quelques jours plus tard, donc piste confirmée par Jérôme Lavrieux, on en a parlé, donc directeur de campagne de Jean-François Copé et directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. Suite à ça, donc Jean-François Copé doit démissionner et le soir même, il va sur TF1 s'expliquer. Pourquoi avez-vous démissionné ce matin si vous n'avez rien à vous reprocher ? Tout simplement parce que je ne voulais pas voir revenir le spectre de la division que l'on retrouvait dans l'œil gourmand de quelques-uns de ceux qui se sont exprimés. Et puis surtout parce que j'ai pensé aux militants, aux sympathisants,
aux Françaises et aux Français. C'est à eux que je pense ce soir, en leur disant à la fois mon affection, ma reconnaissance aussi, et en leur disant aussi de ne pas douter de mon intégrité. Et je le dis, comme vous l'imaginez, avec l'émotion que je peux ressentir ce soir, parce que on dit beaucoup de choses, on écrit beaucoup de choses. Mais moi, je veux leur dire dans les yeux que mon honnêteté, mon intégrité est totale, totale. Et ensuite, le discours ne changera plus, comme ici, lors de son dernier meeting de président de l'UMP devant ses partisans à Aulnay. La figure des grands chefs qui m'inspire, c'est Joffre, au début de la Grande Guerre. C'est Clémenceau, qui va encourager les poilus plutôt que de rester à l'aise dans les bureaux de son ministère. C'est Bonaparte, prenant la tête de ses troupes pour franchir le pont d'Arcole en flammes et sauver la France. Lorsque les comptes de l'UMP ont été mis en cause, il m'a semblé naturel, évident, de faire face à cette nouvelle épreuve en première ligne, avec la force de celui qui doit assumer la responsabilité en votre nom, avec la confiance aussi de celui qui a la conscience tranquille. Voilà, alors peut-être un tacle, je ne sais pas, à ceux qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. On y reviendra, mais tout d'abord, peut-être sur l'évolution de l'attitude. Stéphane Bunard, un petit mot, parce qu'on voit qu'il change beaucoup de stratégie de discours. Est-ce que dans son attitude, il y a des changements? Non, le plus flagrant, c'est quand il est face à Gilles Boulot sur TF1. Alors moi, c'est un peu une énigme, hein, Copé, je ne le connais pas comme vous, mais quand on peut regarder Cahuzac, on voit des choses. Quand on voit Armstrong, alors, vous parlez de gens qui sont estampillés, pas sincères. Qui dissimulent des choses, voilà. On voit même Hollande qui montre de la peur en parlant de la nomination de Manuel Valls. Mais alors j'avoue que là, il n'y a pas de signe flagrant de dissimulation chez Copé, donc je ne vais pas hurler avec les loups. Alors peut-être que je me dis, c'est moi qui ne suis pas bon. Mais vous trouvez sincère dans ce qu'il dit. L'outil qui n'a pas de parti, lui, nous montre que chaque fois qu'il dit je ne vais pas, mon intégrité est totale, je fais part de mon intégrité, à chaque fois il montre le profil gauche et une recherche de lien. Les yeux sont parfois plissés, il y a une recherche de connivence non consciente, évidemment. Hein. La main gauche, souvent en première intention, est active, c'est de la spontanéité. Les sourcils, justement, chez Copé, qu'il élève souvent parce qu'il pense que tout ce qu'il dit est important. Bon. Mais justement, normalement, ça se lève plus longtemps, je le disais tout à l'heure, quand il y a de la dissimulation, quand on veut forcer le passage pour convaincre. C'est pas le cas ici. Quand il dit « vous pouvez imaginer mon émotion », par contre, on voit sur l'arrêt sur image qu'il y a de la colère. Et là encore, quand on regarde les menteurs en général, il y a de la peur qui est visible, ils ont peur d'être découverts, il y a de la surprise, parce que, voilà, une surprise feinte, mais pas ce genre de choses. D'accord, donc en clair, vous le trouvez parfaitement raccord dans son attitude, avec son propos. Voilà, alors j'ai une explication peut-être à ça, parce que j'aurais quand même mauvaise grâce à être le seul à pas tirer sur la clinique. Mais nous, on analyse l'attitude, voilà. On fait pas, on cherche pas à savoir. Mais ce qui peut arriver, parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut s'il dit la vérité ou s'il c'est impossible de savoir, mais bon, sur son attitude, voilà, qu'est-ce qui renvoie, c'est ça la question. Non, mais c'est ça, mais de façon générale, ce qui renvoie de manière non consciente, parce qu'en fait, le langage, enfin le non-conscient de Copé parle à notre non-conscient. Et donc ce qui renvoie, c'est plutôt de la sincérité. Mais la réponse à ça, c'est que ça peut être aussi un menteur pathologique. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait des items, des signes qui jaillissent, il faut que la personne ait conscience quelque part en elle de mentir et qu'elle soit pas raccord. Donc soit, dans ce cas-là, on a quelqu'un qui est parfaitement sincère, soit on a à l'inverse quelqu'un qui est un parfait mythomane. Quelqu'un qui ment tout le temps et qui s'est convaincu de ses mensonges. D'accord, en tout cas, vous dites qu'il est parfaitement raccord, notamment sur TF1 avec son discours de sincérité. Donc ça le rend crédible, peut-être. Vous n'avez pas l'air tout à fait convaincu. Ou mythomane, je le dis. Oui, alors sur le choix justement de ce positionnement, Non mais c'est intéressant ce que vous avez montré, parce que quand même il y a une évolution absolument incroyable. Alors bon, il y a la première déclaration après le point où là c'est une violence absolument inouïe. Oui, c'est incroyable. Et puis on termine par le meeting à Aulnay et surtout l'interview sur TF1 où il réécrit quand même un petit peu l'histoire, parce que Jean-François Copé n'a pas démissionné de son plein gré. Jean-François Copé a été poussé à l'issue d'un bureau politique qui restera dans l'histoire comme un des plus violents qu'il y a eu dans ce parti, où il a fallu que plusieurs
plusieurs personnalités importantes, depuis François Fillon, passant par Xavier Bertrand, François Barmoin, Nathalie Kosciusko-Morizet, et ça se termine par l'ancien trésorier qui lui dit « barre-toi ». Donc ça a été extrêmement violent, ça dure des heures. Donc Jean-François Copé, il se défend pied à pied. Après, il vient livrer une... rachète son image. Voilà, il vient livrer une... D'ailleurs, il est étonnamment calme, et là, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que moi, qui le connais depuis longtemps, ce soir-là, j'ai trouvé vraiment quelque chose comme une délivrance. Voilà, ça y est, bon, là, je vais être raccord. Alors après, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est la justice qui déterminera. Soit il a menti totalement, soit deux personnes avaient pris le contrôle de son cerveau depuis des mois et des mois, ce qui est tout à fait possible par ailleurs, à savoir celui qu'on verra sans doute, Jérôme Lavrieux, et puis l'une des personnes de Big Malion, Bastien Millot, qui sont deux de ses plus proches collaborateurs historiques et inspirateurs. Peut-être que c'est ça à l'arrivée, que Jean-François Copé, dans une espèce de légèreté dont sont coupables parfois les hommes politiques de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait, il laisse faire l'intendance et parfois ce qui ne sent pas toujours très bon dans les cuisines par d'autres, peut-être qu'il a été pris de court. La justice le dira. Mais sur le coup, quand même... oui. Il nous a fait un sacré numéro. Oui, et puis vous dites effectivement, il réécrit l'histoire sur j'ai pris mes responsabilités, ce que d'autres n'ont pas fait, sous-entendu, voilà, effectivement, les autres ne l'ont pas fait. Alors comme vous dites, on l'a poussé dehors. Mais du coup, en termes de communication, et qu'est-ce qui reste finalement au terme? Parce que là, on a repassé, c'est vrai que c'est amusant de reprendre les différentes étapes où on voit bien les changements de pied. Mais qu'est-ce qui reste de cette opération contre-offensive, on va dire, de Jean-François Copé? Pour moi, ces trois séquences démontrent que Jean-François Copé, en l'espace de quelques temps, mais en fait, ça avait commencé depuis fin 2012. Il a détruit tous les segments de son image. Tous les segments. Je suis désolé, Jean-François Copé est habitué à avoir des vérités successives. Pour moi, ce que vous venez de dire peut paraître juste, mais peut-être que quand il s'exprime au mois de mars, après la sortie du Point, c'est peut-être qu'il pense vraiment ce que ses collaborateurs lui ont écrit. D'ailleurs, c'est très très bien écrit, c'est un beau texte, les mots sont ciselés. Oui, on sent que chaque mot est très travaillé, etc. Bon, oui. Sauf que, moi, je sais pas, j'ai eu la presse récemment et j'ai cru comprendre que quand le Point est sorti, Jérôme Lavrieux conseille à Copé de quitter l'UMP à ce moment-là. Il ne le fait pas. Donc, s'il lui conseille, c'est qu'ils connaissent l'arrière-cuisine. Donc, autrement dit, premier mensonge. Enfin, au moins, Jérôme Lavrieux, d'accord, au moins quelque chose. Donc, première vérité successive. Deuxièmement, en termes de communication, la séquence pour lui, elle marque pour moi, allez, je vais dire, il sera un grand brûlé de la vie politique, mais un très grand brûlé, parce que pour les Français, après ce que Bruno Jeudi a très bien expliqué dans son excellent livre sur la campagne interne à l'UMP, où il était catalogué comme un grand tricheur, maintenant il apparaît comme un grand voleur. Et donc c'est extrêmement compliqué, quand on est un homme politique, ensuite de venir casser ces deux images qui lui sont totalement attribuées. Et ces déclarations qu'il a pu faire, notamment les dernières, ne permettent pas de corriger le tir? Ben non, parce qu'en réalité, les gens, quand ils lisent, ils écoutent et qu'ils le regardent, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Est-ce que c'est de la comédie d'alerté? D'accord, ils disent pas comme Stéphane Bunard, il a l'air sincère. C'est pas qu'ils se disent pas. Non, où il est grand menteur. C'est que je pense sincèrement que Bruno a raison. Je pense que ce soir-là, sur TF1, il est délivré. Je pense qu'il ne veut pas l'admettre, il est délivré de quitter, de partir et d'arrêter d'être celui qu'on aura brûlé 45 fois sur la place publique. D'accord. Gilles Masson, en termes de communication, qu'est-ce qui restera alors? Stéphane qui a dit un truc que je trouve très juste, qui est Copé dans la simulation, Sarkozy dans la dissimulation. Et ce que je vois, pour reprendre votre terme de sincérité, je vois le plus grand comédien. C'est-à-dire que vous dites, j'arrive pas à lire sur ses traits, pour moi c'est un masque. Copé a une faculté incroyable d'encaisser les coups, de rester derrière son masque. Et ça, même ses discours, c'est quand même rare de voir un homme politique en 2014 qui parle de parangon de vertu, de tartufferie, de grands achats médiatiques, d'inquisition. C'est un registre d'un autre âge et c'est un registre très théâtral. Et alors quel impact ça a alors? Je pense que ça a l'impact exactement inverse de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gramme de sincérité et les gens voient un grand numéro de théâtre de quelqu'un qui a un petit peu, a priori, piqué dans la caisse. Je ne veux absolument pas aller plus vite que la justice, mais c'est l'image qu'il a aujourd'hui. L'image du premier jour. Et voilà. Et après, quand on le sent délivré sur le plateau de TF1 ou à Aulnay sur la responsabilité, moi en fait, je le sens pas du tout délivré. Je vois une capacité hallucinante de comédien. Je suis très impressionné par la prestation. Je croyais qu'on allait voir un homme à genoux et on l'a trouvé plutôt décontracté, plutôt bronzé. Et donc je pense que c'est. En termes d'impact, vous diriez? En termes d'impact, je pense que c'est pas audible.
D'accord. Il n'est pas audible. C'est pas audible. En même temps, Voilà. comment être audible dans ce genre de situation? Il y a peut-être pas C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et surtout que Jean-François Copé, au fond, pour les Français qui regardent, qui suivent la politique, parfois même de très loin, c'est quand même, ça fait 1 an et demi qu'ils le voient comme ça, pris, comme si on avait une espèce de série télévisée depuis 1 an avec des épisodes tous les mois. Faire en matière de... Ça les distrait, ils regardent, mais ils ont zappé depuis longtemps le personnage. Ça passe au-dessus de la tête. Le fait de citer Clémenceau, Joffre, Napoléon sur le pont d'Arcole pour parler d'un président de parti qui a une PME politique au bord de l'explosion. Oui, on sent qu'il multiplie les citations à la fin aussi d'ailleurs. Hein, c'est vrai. C'est de la comédie. Oui. Non, j'aime bien cette idée-là. Simulation des simulations. En fait, il veut se convaincre de ce dont il s'est convaincu lui-même. Donc c'est un bon acteur. Il a peut-être avalé la méthode acteur studio. Il y a un coach américain qui rôde dans Paris. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les gens, de façon non consciente, vont percevoir que ce type-là, avec le biais cognitif de dire oui, tiens, c'est Copé, etc., sa tête ne me revient pas, il a menti forcément, mais ne vont pas voir de manière non consciente de choses autres que la sincérité. Oui, que la sincérité dans ces extraits. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux deux présidentiables, a priori, et ex-premier ministre Alain Juppé et François Fillon, membres du fameux triumvirat qui, avec Jean-Pierre Raffarin, doit assurer l'intérim à l'UMP. Alors, ils ont été tour à tour questionnés sur, 1, leurs propres ambitions, 2, leur réaction à l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Alors, les réponses, vous allez le voir, sont un peu différentes. On commence par François Fillon. Mon deuxième objectif maintenant, c'est de faire la lumière sur les questions financières et d'organiser la compétition interne à l'UMP dans des conditions qui fassent que tout le monde se sente respecté. Après, je prendrai ma décision s'agissant de cette candidature ou pas. Si en novembre, l'ex-président Sarkozy est candidat à la tête de l'UMP avec le soutien des militants, qu'est-ce que vous faites ? Mais ça ne change rien au sujet. Si Nicolas Sarkozy veut être candidat, moi, il ne m'a pas fait de confidence. Tout militant à jour de cotisation peut être candidat à la présidence de l'UMP. Le vrai rendez-vous, ce sera une compétition. Vous pourriez y participer ou s'il y arrive, vous attendez la primaire? Je n'exclus rien, mais je ne prendrai pas de décision aujourd'hui. Voilà, Nicolas Sarkozy, militant comme un autre. On écoute maintenant la réponse d'Alain Juppé. Alors on va voir qui est candidat. Nous avons 6 mois devant nous, vous voyez. Oui, on a déjà une petite idée sur qui est candidat. Certains se sont déjà déclarés, et c'est normal, ce qui prouve qu'il y a un intérêt pour cette rencontre, ce rendez-vous. Les partisans de l'ancien président de la République ont fait savoir qu'il allait concourir. C'était son intention. Si c'est le cas avec un vote des militants, ce sera un plébiscite annoncé pour Nicolas Sarkozy, non ? C'est à lui que la décision appartient. Pour l'instant, il n'en a pas exprimé le vœu, mais c'est évidemment une hypothèse qu'il faut envisager. D'autres candidats se sont déclarés ou vont se déclarer. Si Nicolas Sarkozy ne préparait pas son retour, Alain Juppé, on ne comprendrait rien aux batailles de ces dernières semaines. Peut-être, c'est votre interprétation. Moi, je le répète, ce qui m'intéresse, c'est pas les batailles passées, c'est la paix qui a été déclarée hier soir et qui nous permet de repartir sur des bases, je crois, consensuelles. Voilà, donc sur la forme, c'est très très souriant. Sur le fond, il y a une question à laquelle il refuse de répondre. Elle lui est posée ce matin-là par un auditeur. Vous êtes la seule personne, la seule autorité aujourd'hui qui peut faire la synthèse et qui a un projet politique. Bah, pour la présidentielle de 2017, si j'ai bien compris. 2017, voilà. Très bien. Merci. Ça, j'en suis sûr. Merci. Merci Diane, ce n'était pas une question, donc je n'ai pas à y répondre. Tout de même. Non, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Diane de son analyse, voilà, c'est tout. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, tout de même. Écoutez, ma position est bien connue. Nous sommes en 2014. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir d'ici 2017. Nous avons à remettre l'UMP sur pied. Je vais m'y consacrer. J'ai mon boulot de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine qui m'absorbe beaucoup. C'est un grand défi de transformer cette grande communauté en métropole. On pourrait parler de la réforme territoriale aussi. C'est très important. Vous voyez, ça suffit à mon bonheur et à occuper mes jours. Oui, on commentait pendant l'extrait les expressions d'Alain Juppé. Alors, vous disiez, il change d'expression, c'est ça, Michel Béton? C'est simple. Voilà, il prend votre boulot, là, Stéphane Bula. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 questions. Et il y a 2 visages totalement différents. C'est frappant. La première question sur Nicolas Sarkozy, on sent de l'agacement, on sent de l'irritation, on sent qu'il n'a pas envie de répondre. Oui, on voit qu'il change de visage. Là qu'on a regardé l'extrait un peu en longueur, il change de visage. Il a le visage complètement fermé. Et puis dès qu'on parle de lui, etc., tout d'un coup, c'est le grand sourire. Évidemment, on dit du bien de lui, donc c'est pas lui. Puis, mais il est très très occupé à Bordeaux. Et voilà. Et puis dès que Patrick Coët revient sur la question de la présidentielle le concernant, il referme le visage, il met son armure, etc. Et dit on verra
verra ça plus tard. Et en fait, il y a une chose qu'on voit très bien sur l'image, c'est quand on dit on verra ça plus tard, c'est qu'en fait, il a envie d'y aller. C'est ça qu'on lit dans son visage. Bien sûr que je vais y aller. C'est ce que vous lisez. Alors, Stéphane Bunard, encore... C'est bien. Alors, heureusement que quand je lis des choses, on arrive à les retrouver, parce que sinon, si tout ce que je disais n'était pas concevable à un moment donné et acceptable de manière empathique, ce serait vraiment grave. Et donc, effectivement, quand il parle des autres ténors, eh ben, on voit effectivement la commissure gauche qui remonte, là est l'agacement, parce que ce qu'il sent, moi donc je le vois. Et vous dites pourquoi il sent l'agacement. Je sais le pointer, voilà. Ensuite, il y a souvent, alors dès qu'on parle de Sarkozy, on va le voir chez Fillon, ce qu'on appelle la fameuse bouche en huître, le retrait labial. Voilà, ça, je maîtrise le discours. Ils sont pas très... Ouais. On voit ça d'ailleurs chez Hollande 4 fois quand il parle de Julie Gaillet pendant la fameuse conférence. Donc ça veut dire que je dois maîtriser les propos qui vont sortir de ma bouche quand Sarkozy est évoqué, évidemment. Quand il parle de l'avenir de l'UMP, on voit un écarquillement des yeux et on voit bien les moments où Juppé, on en parlait, hausse les sourcils. C'est quand il parle de la mairie de Bordeaux. Il vous fait des appels de phare pour dire, regardez, en ce moment, à Bordeaux, je suis occupé. Il se passe des choses très bien à Bordeaux. Chaque fois qu'on voit des sourcils, encore une fois, une énième fois se lever, c'est qu'il y a anguille sous cloche, sous roche. Et puis il parle à plusieurs reprises, ce qui m'intéresse moi, et quand on voit l'auditeur qui parle de Juppé, on retrouve cette histoire, quand on divise le visage en deux, le sourire unilatéral gauche, c'est qu'on se réjouit intérieurement, forcément de manière intérieure. D'accord, de tout ce qu'on entend sur soi. Mais alors vous dites finalement il a envie d'y aller, hein, c'est ce qu'on sent dans cet extrait, effectivement, et en même temps tout en remettant au lendemain, quoi. Oui, parce qu'il veut... Si vous voulez, là, pour les deux anciens premiers ministres, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi deux extraits où ils parlent au même moment, le lendemain de la deuxième réunion du bureau politique, où ils viennent de prendre ils viennent de mettre la main sur l'UMP, évidemment, ce qui agace au plus haut point Nicolas Sarkozy depuis que c'est fait. Donc les deux, en fait, sont quelque part dans une compétition qui ne dit pas son nom, même si pour l'instant, on va voir jusqu'à quand ça va durer, ils ont parti lié, c'est-à-dire qu'en gros, ils se sont mis d'accord pour bloquer Nicolas Sarkozy, pour le ficeler. Ils sont dans le même bateau. Je dirais même plus, en fait, on est dans une immense régate. Chacun va avoir sa vitesse de... Juppé, il se met un peu tranquille, vitesse de croisière, j'ai le temps. Évidemment, lui, plus ça dure, les sondages, il est haut. Donc surtout pas se lancer trop vite. François Fillon, il n'est pas du tout dans une vitesse de croisière. Lui, il doit rattraper son retard. Le dériveur, il est déjà lancé plein pot. Il essaie de le faire redécoller parce que ça fait des mois et des mois qu'il est encalminé dans du mauvais vent, là, où il avance plus, à cause de sa bagarre avec Copé. D'ailleurs, il remonte un petit peu dans les sondages, mais il reste loin derrière Juppé, qui, lui, pour l'instant, est en vitesse de croisière et veut absolument pas que les vents tournent, tout ça, tout lui va bien. Enfin, cela dit, les deux disent quand même que pour l'instant c'est trop tôt, hein, il n'est pas question de répondre et de dire. Alors pour ceux justement qui sont un peu extérieurs, quel impact ça produit justement entre Alain Juppé, favori des sondages, François Fillon un peu... Ils sont dans des positions, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit là, complètement différentes. Fillon, on sent qu'il va en découdre. Là où Juppé se complaît un peu dans son image de vieux sage qui monte dans les points de sondage. Mais ce que je vois, moi, c'est que je pense que ces agendas passent totalement au-dessus de la tête des Français. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui gèrent leurs agendas. C'est comme si dans une entreprise privée, on disait qui va à cette réunion, qui la dirige. Je vous dirai ça demain, mais lui il y va. S'il n'y va pas, j'y vais. Oui. Mais s'il y va, par contre, j'y vais aussi. Et en fait, là, je suis très occupée à mon autre réunion m'occupe beaucoup. Ils sont en train de devenir totalement ridicules. C'est vraiment une gestion d'agenda politique public. Et il y a une distorsion du temps qui est incroyable parce qu'on a l'impression que le triumvirat veut à la fois accélérer le temps pour imposer à Sarkozy l'élection au Congrès et les primaires et le ralentir en même temps en disant il y a peut-être les affaires qui vont sortir et ça permettra à Sarkozy de sortir. Et de l'autre côté, Sarkozy veut ralentir le temps parce qu'il a envie de continuer à avoir cette image d'homme providentiel et l'accélérer parce qu'il veut prendre l'UMP. Donc ça veut dire qu'en clair, vous trouvez qu'ils s'y prennent mal vis-à-vis, alors peut-être vis-à-vis de l'UMP, c'est un jeu très subtil, mais vis-à-vis des Français... Mais c'est ingérable, c'est ingérable. C'est une gestion d'agenda, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ils ne l'avaient pas prévu. Je veux dire, eux, ils se retrouvent à la tête de l'UMP à un moment où ils s'en seraient bien passés. Et d'ailleurs, Alain Juppé a beaucoup hésité sur le bureau politique. Alain Juppé, il n'est pas du tout... tous les jours, au départ, il ne veut pas, lui. François Fillon, lui, il sent plus vite les choses parce qu'il est dedans depuis un moment. Et lui, en plus, il a depuis longtemps cette intuition qu'ils ont totalement... bon, il l'a vu, lui, à ses dépens. Et qu'en plus, ils ont totalement dépouillé l'UMP. Et alors, sur l'impact, vous étiez d'accord avec Gilles Masson sur l'impact que ça a, effectivement, c'est cette gestion publique des agendas. De toute façon, depuis un mois, tout ce qui se passe autour de l'UMP est dévastateur. D'accord. En fait, il ne faut pas parler, quoi. Il faudrait se taire et ne pas s'exprimer. C'est ça, de leur point de vue.
Tout est négatif, rien n'est positif. Les Français regardent ça avec dédain en disant mais qu'est-ce que c'est que Même ces histoires ? Alain Juppé, le vieux sage, favori des sondages, qui sourit, etc. Parce que tout ça, on sent bien que derrière, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net. Et donc on se dit veut prendre la place de l'un, de l'autre. C'est le problème d'agenda, de présence, etc. Ils ont quand même surtout l'air un petit peu satisfaits d'avoir ficelé pour l'instant Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si ça va marcher longtemps, mais pour l'instant... C'est ce qui ressort, un peu trop de satisfaction. Alors, on a parlé de ces discours comme ça, pas forcément très sincères, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment dévoiler leurs ambitions. Il y en a un qui a l'air très sincère, ou en tout cas du moins qui est très cash dans ce qu'il dit. C'est Xavier Bertrand, donc ex-ministre de Nicolas Sarkozy, de loin le plus dur à son égard. On écoute un petit montage de ses déclarations qui semblent être de plus en plus dures, justement. Les militants se disent que le seul rempart sauveur et l'homme providentiel, c'est Nicolas Sarkozy. Vous croyez que j'allais dire vous, peut-être, il faut mais tourner Nicolas Sarkozy. La page complète de cette année 2012 calamiteuse pour l'UMP. Merci à vous d'être venu. Ça doit être dur à avaler d'entendre Nicolas Sarkozy encore, non? Non, aucun sujet, aucun problème, et je pense qu'il faut regarder maintenant devant. La crise que traverse l'UMP aujourd'hui, elle est due avant tout aux révélations, aux accusations qui ont été faites sur le financement de la campagne présidentielle de 2012. Ce qui veut dire que si celles et ceux qui ont été dans cette campagne sont forcément interrogés dans les semaines et dans les mois qui viennent, s'ils ne sont pas à l'écart de l'UMP, ils entraîneront encore une fois l'UMP dans ce tourbillon. C'est une défaite, ce qui s'est passé hier soir pour Nicolas Sarkozy et ses partisans? Hier, clairement, l'UMP n'a pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour trouver une solution. On sait trouver les solutions sans Nicolas Sarkozy. Il vous qualifie, si l'on en croit le Parisien d'hier, Nicolas Sarkozy, de médiocre. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'étouffe, a-t-il dit à votre propos? Il n'a pas toujours dit ça, me concernant. Je ne sais pas s'il a dit cette phrase. De quoi? La médiocrité ou le manque de reconnaissance? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux. Mais cette phrase, il est tout à fait capable de l'avoir prononcée. Ça vous fait mal? Capable. Écoutez, si cette phrase a été prononcée, c'est du mépris à mon égard. Moi, j'ai toujours du respect pour l'ancien président. Voilà, alors a priori, lui, il est le seul sur son créneau. Alors vous parliez des gestions calamiteuses, d'agenda en public, etc. Alors lui, que pensez-vous de son discours qui, pour le coup, est compréhensible, on va dire? Il gère plutôt bien, je le trouve très clair dans ce qu'il dit, je le trouve très fort face à quand même à des mots qui sont assez infamants. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un Quadra qui a décidé de s'opposer fortement à Sarkozy, parce que si jamais il y a une élection à la tête de l'UMP, ça sera le plus fort opposant qui sera le prochain Premier ministre. Je pense beaucoup à ce jeu politique. Et on voit aussi quelque chose qui, moi, m'étonne, qui est très révélateur de la société française, qui est le combat des pyramides d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sarkozy essaie de déclasser Juppé par son âge. Il n'arrête pas de dire en 2017, Juppé aura 71 ans. Et quelque part, les Quadras essayent de déclasser les cinquantenaires qui sont à la tête de l'UMP. Je vois vraiment le combat des seniors contre les 50 ans, contre les 40 ans. Je ne sais pas quel âge a exactement Xavier Bertrand, mais bon... non, mais oui, il a largement... Plus. Oui, mais il représente les quadras contre les pachas, et je vois vraiment ce combat de pyramidage qui est très intéressant et qui est un vrai pari sur le renouvellement en France. Est-ce que vous voyez au-delà de l'attaque, Bruno Jeudi, c'est vrai qu'il est un des seuls sur ce créneau? Oui, il est même le seul. Le seul pourquoi? Parce qu'en fait, il faut juste... expliquer. Xavier Bertrand est le seul à avoir eu le courage d'affronter Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est une personnalité extrêmement... quand vous êtes seul face à lui, c'est très dur d'aller lui parler directement. Xavier Bertrand est le seul à avoir eu ce courage. Il lui a dit, texto, je veux être candidat à la primaire et je vais te battre. Ça peut paraître comme ça assez dingue de le dire, mais il l'a dit. Nicolas Sarkozy a été... Il l'a dit il y a déjà un moment, d'ailleurs. Non, mais il l'a redit lors d'un déjeuner, à la fin de l'année dernière, un déjeuner où Nicolas Sarkozy a sorti de là soufflé. Oui, c'était avant l'affaire Jamais on m'a fait ça. Il en parle tout le temps. Et il dit, et du coup, il est assez violent à l'endroit de Xavier Bertrand. Mais du coup, Xavier Bertrand, qui évidemment n'est pas dans les favoris de cette prochaine primaire, du coup, ça lui donne de la force et ça lui donne surtout de la liberté. Parce que lui, en fait, il n'a pas besoin de calculer. Il n'a pas grand-chose à perdre, quoi. Et d'être là, comme le maire qui va calculer je sais pas quoi avec je sais pas qui. Il n'est pas dans la situation de François Fillon, qui lui a rompu brutalement, mais sans vraiment avoir d'explication avec Nicolas Sarkozy. Et encore moins dans la situation d'un Juppé qui lui est au-dessus de ça. Évidemment, son histoire est différente. Donc du coup, ça lui donne de la force. Singulier. Là, il y va très très fort, mais
sur le long terme, il fait le pari que sur le moyen terme, ça peut à un moment marcher et se dire, au fond, à l'intérieur de l'UMP, il a quand même été secrétaire général du parti, le regarder différemment. Aujourd'hui, on le regarde un peu, certains en se moquant. On ne sait certains... pas comment on le regarde, parce que ça peut être aussi celui qui crache dans la soupe, l'ex-ministre. Parce que là, vous racontez effectivement ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy qui date d'il y a quelques mois. Mais bon, les gens n'ont pas forcément ça en tête quand ils d'abord, l'entendent. les militants le connaissent. Les militants le connaissent. Et puis, peut-être qu'à un moment, le regard va changer sur lui. C'est le pari qu'il a. C'est le pari qu'il fait, Michel Bettan, vous qui le connaissez bien. Bon, alors moi, il faut quand même dire, j'ai travaillé pour lui, donc mon regard n'est pas totalement objectif. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que de tout ce qu'il fait depuis 2 ans, là-dessus, il y a une cohérence totale. Et cette cohérence totale, elle se voit. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que mes propos ne vont pas être considérés comme objectifs. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a tracé cette voie et qu'il va jusqu'au bout, il faut juste faire attention à ne pas aller trop dans l'anti-sarkozysme parce qu'un jour, les électeurs on ne sait jamais. Non, c'est pas qu'on sait jamais. François Fillon, c'est un petit peu abîmé, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut... trop taper sur l'ancien chef, ça peut faire du mal à son image. La question, c'est que là, il casse quelque chose, Xavier Bertrand. C'est pas sa façon de faire de la politique. Il n'a jamais eu de mots dévastateurs comme il a pu en avoir ces derniers jours. Et donc, quelque part, il va au-delà de ce qu'il est naturellement, parce que lui, c'est unité, rassemblement. Il se force pas, là, il le dit sincèrement, mais il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Alors, du coup, le mot de la fin sera à Gilles Masson. Alors là, voilà, on a vu quelques postures de quelques ténors de l'UMP, ou candidats déjà déclarés à la primaire de 2016. Lequel sentir le mieux, alors Juppé s'en tire remarquablement bien. Ah ouais, même si l'agenda, la gestion de l'agenda... Copé, c'est désastreux. Et Copé, c'est désastreux. Bertrand est bon. Bertrand est bon. Voilà. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. On verra dans quelques mois comment ça évolue. Merci à tous les 4. Merci à Marie Lebon et à Robin Padilla qui sont le météo pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Estelle Boileau qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Publiciana pour voir et revoir tous les événements. Ah ben non, mais vous êtes enregistré là. Ça y est. Non, il veut se barrer avec le micro. Ah oui, il vole le micro. Ouais.